À tous et à tous. Bonsoir, merci d'être présents malgré l'heure de l'apéro pour ce panel aussi exigeant que nécessaire, consacré à un sujet qui, selon certains économistes, devrait devenir l'obsession de nos politiques publiques. La situation des NEETs en France. Les NEETs, ce sont les jeunes âgés de 15 à 29 ans, not in education, employment or training, en français, ni en études, ni en emploi, ni en formation. Moi, je m'appelle Frédérique Hoffmann, je suis correspondante de la télévision publique allemande ARD en France, et depuis 5 ans que je couvre la politique française, j'ai beaucoup entendu parler des personnes âgées, de la réforme des retraites, de l'emploi des seniors, des thèmes très importants, bien sûr, mais les jeunes, on en parle beaucoup moins. Pourtant, 1,4 million de jeunes en France sont aujourd'hui sans emploi, sans formation. C'est une chiffre qui m'a beaucoup frappée. Et au-delà du manque des perspectives individuelles, ce phénomène crée un problème structurel préoccupant pour l'avenir et un coût considérable pour notre société. Alors, que faire? Comment mieux accompagner ces jeunes dans un contexte de changement économique rapide, de montée d'incertitude et de fragmentation sociale? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Chusseau, économiste, professeure à l'Université de Lille, vice-présidente du Conseil scientifique de l'EPID, invitée par le Cercle des économistes et coordonnatrice de ce panel. Merci. Claire Hédan, défenseur des droits et ancienne journaliste. Laurent Frext, le directeur du groupe Nestlé. Éric Labaille, président du société conseil Idel Partner, président du comité de surveillance Equimitrex et ancien président de l'école polytechnique. Merci. Et Mme Pele Rampele, activiste, médecin et présidente honoraire du think tank Club de Rome. Merci d'être là. Nous ouvrons ce tour de table avec Nathalie Chusseau. Nathalie, en tant qu'économiste, vous avez beaucoup travaillé sur la question de NEETs et derrière cet acronyme se cachent des réalités très très diverses. Des jeunes diplômés en transition, des décrocheurs scolaires, des jeunes avec des responsabilités familiales. Mais parmi ces profils, ce sont des décrocheurs qui vous inquiètent le plus. Pourquoi? Merci. Alors effectivement, de qui parlons-nous et combien sont-ils ces fameux NEETs? Donc on vous l'a dit, ce sont les jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Alors pour vous donner une idée, fin 2024, ce chiffre correspondait à 12,8%. Ce qui est largement au-dessus de la moyenne européenne, à peu près à 1,5 point au-dessus de la moyenne européenne. Ça représente 1,4 million de jeunes, soit plus d'un jeune sur 8 et 29% dans les quartiers prioritaires de la ville. Alors, effectivement, le vrai sujet, c'est que parmi ces NEETs, on comptabilise des jeunes, effectivement, Frédéric, qui ne m'inquiètent pas beaucoup, puisqu'on a des jeunes nouvellement diplômés de l'enseignement supérieur qui sont en recherche d'emploi, c'est à peu près 16% de ces NEETs, des jeunes en transition à la recherche d'un emploi idéal, donc là aussi ça ne m'inquiète pas, ou d'autres effectivement qui vont partir faire le tour du monde ou travailler pour une ONG. Le sujet n'est évidemment pas là, le vrai sujet ce sont les décrocheurs, c'est-à-dire les jeunes qui quittent le système éducatif de formation initiale sans avoir de diplôme, c'est-à-dire sans avoir obtenu une qualification équivalente soit au baccalauréat, soit un diplôme à finalité professionnelle. Pour vous donner une idée, le flux de ces décrocheurs, ça représente 80 000 jeunes par an. C'est à peu près entre 80 000 et 90 000 par an. Alors évidemment, parmi eux, ça représente 60 000 mineurs. Et évidemment, ce qui m'intéresse moi en tant qu'économiste, c'est évidemment le flux, mais c'est aussi le stock. Alors, en faisant des petits calculs, on serait à peu près à 1 million de ces décrocheurs, 478 000 entre 18 et 24 ans, et un peu plus de 650 000 entre 25 et 29 ans. Alors, si je regarde les chiffres, j'ai 29% de ces NEETs qui n'ont aucun diplôme, et j'en ai 26% qui possèdent soit un CAP, soit un BEP, c'est-à-dire un diplôme professionnel basique. Alors, comment on explique ce nombre conséquent de NEETs? Premier point, c'est que l'origine sociale pèse lourd, puisque vous avez 43% de ces NEETs qui ont un père ouvrier et 12% qui ont un père employé.
Alors, je ne suis pas étonnée par ces chiffres, parce que peut-être que vous le savez, vous aussi, mais la France est un des pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus dans les résultats scolaires. L'origine sociale explique plus de 20% des résultats scolaires de nos élèves de 15 ans. Et donc, l'école reproduit les inégalités sociales. À cela, si vous ajoutez, vous regardez la cartographie française des écoles et des collèges publics, selon ce que l'on appelle leur indice de position sociale, c'est-à-dire un indicateur qui représente la situation sociale des élèves face aux apprentissages. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les enfants de milieu modeste sont tous concentrés dans les mêmes établissements publics, c'est particulièrement vrai pour les collèges, et de surcroît au sein des communes ou des quartiers les plus pauvres. Bon. Alors évidemment, dans ce cas-là, l'absence de mixité sociale à l'école ne permet en aucun cas de corriger les inégalités liées au milieu social d'origine. Alors vous pouvez me dire, tout ça n'est pas bien grave. Ce à quoi je répondrais, 1, d'abord, les jeunes, c'est l'avenir du pays. 2, ça coûte 22 milliards d'euros à l'État français. Et à cela, si vous ajoutez le fait de les intégrer, si on intégrait ces jeunes NEET économiquement et socialement, eh bien on aurait un gain de croissance de 0,4% du revenu national. Donc on a tout intérêt à faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a mis en place un certain nombre de dispositifs publics. Alors tout d'abord, je voudrais dire qu'on a du progrès, puisqu'on a mis en place une obligation de formation entre 16 et 18 ans, et donc on a une meilleure identification de ces décrocheurs. Ça n'est pas parfait, mais enfin on se rapproche avec une obligation de reporting des chefs d'établissement pour ceux qui quittent l'établissement et des directeurs de centres de formation. Deuxième chose, on peut me répondre, on fait de l'apprentissage. Vous aurez vu qu'on a 1 million d'apprentis. Le seul problème, c'est que dans ce pays, la très très grande majorité de ces apprentis sont des diplômés du supérieur. Donc ça ne concerne pas les décrocheurs. On a mis en place un dispositif qui s'appelle le contrat engagement jeune, qui est piloté par les missions locales et France Travail. Donc ça, il faut faire de l'évaluation. Et puis on a des établissements comme l'EPID, les établissements pour l'insertion dans l'emploi, les écoles de la deuxième chance ou les écoles de production qui s'intéressent particulièrement à l'accompagnement et à l'insertion de ces décrocheurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 3 choses. Premièrement, il faut commencer par réduire les déterminismes sociaux à l'école. Pourquoi? Pour pouvoir favoriser l'accès à la qualification des jeunes issus de milieux modestes. C'est le premier problème. Ensuite, il faut continuer à développer les écoles de la deuxième chance, les EPID, les écoles de production, et en particulier sur les territoires où le nombre de NEET ou de décrocheurs est le plus important. Je citais le chiffre de 29% de NEET dans les QPV, mais si vous regardez dans un certain nombre de zones rurales, particulièrement dans les Hauts-de-France que je connais bien, on a des territoires où on a entre 30 et 40% de NEET, ce qui est monstrueux. Bon. Et puis, dernière chose, il faut absolument renforcer les partenariats avec les entreprises locales, en particulier pour répondre aux besoins dans les secteurs en tension. Et typiquement, on voit que ce soit les écoles de production ou les EPID, c'est ce qu'ils font et ça fonctionne. Merci Nathalie. Madame Hédan, en tant que défenseur des droits, vous êtes particulièrement engagée sur les questions d'égalité. Alors les chiffres que Nathalie nous a expliqués, qu'est-ce qu'ils disent sur la réalité de l'égalité de chance en France? Et effectivement, moi, je vais m'intéresser plus à la partie du pourquoi ils deviennent NEET, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils ne le deviennent pas. D'abord, la question de la jeunesse traverse l'ensemble des compétences de l'institution, au titre de droit des usagers de services publics, tout simplement quand ils demandent par exemple les APL ou quand ils ont des difficultés scolaires. La question lutte contre les discriminations, droit des enfants, vous avez dit 60 000 NEET qui sont mineurs. Donc c'est dans notre champ de compétences sur la question droit des enfants. Nous sommes également l'organe de contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité et les jeunes confrontés, qui manifestent, confrontés aux forces de l'ordre. Donc c'est aussi dans notre champ de compétences. Et puis protection et orientation des lanceurs d'alerte. Donc ça traverse toute l'institution, mais avec ça, si je suis très honnête, peu de jeunes nous saisissent. Parce que peu de jeunes nous connaissent. Et donc un des points importants pour nous, c'est aussi d'aller au-devant pour savoir quelles sont leurs difficultés. Et par exemple, vous avez parlé des missions locales, on a des délégués territoriaux qui sont présents dans les missions locales. La particularité de cette institution, c'est qu'elle a à la fois 260 agents, majoritairement des juristes, qui traitent les réclamations, mais aussi 630 délégués
territoriaux qui sont des bénévoles, qui accueillent les réclamants en présentiel et qui traitent une grande partie des réclamations. Mais donc, comme il y a toute une partie des difficultés d'accès aux droits qu'on ne voit pas par les réclamations, la loi de 2011, vous savez que l'institution du défenseur des droits est inscrite dans la Constitution, c'est la réforme de 2008, et la loi de 2011 qui définit nos missions, à la fois nos domaines de compétences, je vous les ai cités, et nos deux missions qui sont protéger les droits. Donc traiter les réclamations dans nos domaines de compétences, mais le législateur, dès le début, a pensé qu'on n'était pas là que pour résoudre des cas individuels, mais bien pour dire ce qu'il faudrait faire pour que les droits soient mieux respectés. Et donc je voudrais vous donner deux exemples sur lesquels finalement on travaille sur cette question des NEETs. La question des lycéens sans lycée et le dernier rapport qu'on vient de faire sur l'orientation scolaire. Les lycéens sans lycée, je vous explique, en 2022, on est alerté sur des jeunes admis en seconde et non affectés dans un lycée à la rentrée scolaire. Nous sommes partis en enquête. En fait, vous savez qu'on a été créé en complément de la justice, donc on n'a pas de pouvoir de contrainte, ce qui est normal, mais on a de forts pouvoirs d'enquête. Et donc on a demandé à l'Éducation nationale les chiffres. En gros, combien de jeunes admis en seconde ne sont pas affectés avec le processus AFELNET à la rentrée scolaire. Et en fait, l'Éducation nationale n'avait jamais agrégé les chiffres au niveau national. C'est 18 000 jeunes en 2022, 22 000 en 2023, parce qu'on poursuit l'enquête, et on va demander évidemment aussi à la rentrée 2025, et 23 600 en 2024. C'est quand même assez énorme. Alors, tous ces jeunes, en gros, on nous dit, fin octobre, ils sont à peu près tous scolarisés. Et vous vous rendez compte, pour un jeune admis en seconde qui, le jour de la rentrée scolaire, ne fait pas sa rentrée scolaire, symboliquement, c'est quand même assez violent et ça vous renvoie à quelle est ma place dans la société. Et on peut se le dire entre nous, je pense que ça fait le lit des NEETs au bout du compte, parce que si vous avez raté 15 jours, 1 mois, 2 mois de scolarité et qu'il n'y a jusqu'à maintenant rien qui est mis pour rattraper les cours, donc on a fait un certain nombre de recommandations, dont une qui était justement d'accueillir quoi qu'il arrive le jeune, même dans son ancien collège, pour au moins qu'il y ait un accompagnement. Ça a été appliqué. On a demandé que les tours d'AFELNET aient tous lieu en juillet. Ce n'est toujours pas le cas. Le premier tour a déjà eu lieu, le deuxième va avoir lieu ces jours-ci, mais le suivant sera fin août. Donc vous avez des jeunes qui ne savent pas où ils sont affectés jusqu'au jour de la rentrée. Donc on est à la fois, vous voyez, sur nos forts pouvoirs d'enquête, mais pas de pouvoir de contrainte. On essaie juste de convaincre le ministre, en l'occurrence la ministre de l'Éducation. L'autre travail que nous avons fait, c'est la question de l'orientation scolaire. Parce qu'on est frappé, dans les jeunes qu'on rencontre, sur les difficultés liées à l'orientation scolaire. Ce qui est assez frappant, et je vous le fais un résumé rapide, parce que j'ai bien compris que j'avais que 5 minutes, trop d'élèves subissent leur orientation et le disent, alors que l'orientation est un droit qui est inscrit dans le Code de l'éducation, et il est finalement largement méconnu et inégalement garanti. Et l'idée de ce rapport, c'était vraiment de faire de l'orientation un levier d'émancipation pour lutter contre les inégalités. Et ces inégalités, elles sont sociales, vous l'avez cité, mais elles sont aussi territoriales, genrées et liées à la question du handicap. Et nous constatons la même chose que vous, c'est-à-dire des difficultés très communes en zone rurale et dans les quartiers défavorisés en QPV. Ce qui est assez impressionnant quand on s'est plongé sur ces questions d'orientation scolaire, c'est que la responsabilité est assez éclatée entre État et région. Une psychologue de l'Éducation nationale pour 1200 élèves pour accompagner dans l'orientation. Évidemment que ce n'est pas suffisant et qu'il faudrait qu'il y en ait plus. On voit aussi la question du rôle central du stage. Et le stage de 3e, les stages de seconde sont en fait grandement facteurs d'inégalité, parce qu'on utilise quand même beaucoup le réseau des parents et quand vos parents n'ont pas de réseau. Et on a fait à partir de ça, et puis des conseils de classe qui sont biaisés. On demande peu l'avis aux jeunes, qu'est-ce qu'il veut, on l'écoute assez peu. Et on a fait un certain nombre de recommandations, un référent orientation identifié, des heures d'orientation obligatoires, parce qu'en fait c'est inscrit dans la loi, mais ils ne sont pas effectués. C'est là qu'on voit souvent l'écart entre le droit annoncé et son effectivité. Que la responsabilité aussi des établissements sur la question des stages, que l'obligation du stage ne repose pas que sur le jeune, mais aussi sur les établissements. Voilà en gros, et vous voyez bien deux façons pour nous d'aborder ces questions-là, à la fois en partant en enquête et en rendant des décisions, et en faisant des rapports portant un certain nombre de recommandations. Merci beaucoup. Monsieur Fex, en tant que président du groupe Nestlé, et même bien avant, vous portez depuis de nombreuses années des initiatives en faveur de l'emploi des jeunes à l'échelle européenne et mondiale.
Alors, comment les entreprises comme Nestlé peuvent-elles mieux contribuer à l'insertion de NEETs, notamment les jeunes sans qualification? Oui, je suis très, très heureux de participer à ce panel parce que l'entreprise fait partie de la solution. De quoi parle-t-on? De l'éducation pour l'emploi et de l'emploi des jeunes, notamment ceux qui sont en dehors du système. Et je voudrais souligner un point qui n'a pas été souligné, mais le phénomène est global, le phénomène est mondial. Partout dans le monde, il y a cette problématique de jeunes qui sont en dehors du système, et souligner aussi que, on oublie parfois, un travail, c'est le premier facteur d'intégration économique et sociale, et qu'un jeune intégré par le travail économiquement et socialement peut contribuer à la communauté, à sa stabilité et à son développement. Alors, puisqu'on parle d'éducation pour l'emploi et d'emploi des jeunes, bien sûr, l'entreprise doit faire partie de la solution. Nous avons fait ce constat en plein milieu de la crise en Europe, qu'il y avait effectivement des millions de jeunes en dehors du système et que c'était une vraie problématique dans un contexte où l'Europe vieillit. L'Europe vieillissante, si elle n'est pas capable d'intégrer sa jeunesse, c'est une bombe à retardement et peut-être à mèche courte quand on voit la situation dans certains quartiers. L'entreprise, et peut-être c'est la dimension suisse de Nestlé qui parle, mais avec cette perspective globale, doit faire partie et doit prendre sa responsabilité dans le modèle éducatif. Nous croyons fermement à la valeur du modèle d'apprentissage. Dans un pays comme la Suisse, c'est 2/3 des jeunes qui passent par l'apprentissage. Très peu arrivent à la maturité ou au baccalauréat. Et c'est un parcours de choix et qui est efficace et qui aboutit à un taux d'emploi de quasiment 100%. Nous pensons que le modèle est pertinent au niveau global, qui doit permettre d'intégrer des jeunes qui sont en dehors du système et de leur donner ce qui leur manque, la formation, mais aussi l'expérience pratique. En fait, pourquoi l'apprentissage, c'est le bon modèle? Parce que, je vais parler à la professeure et à tout le monde ici présent, parce que c'est le modèle qui combine la théorie et la pratique. Il n'y a pas de meilleure forme d'apprentissage que de combiner la théorie et la pratique. Donc quand nous avons lancé cette initiative il y a 12 ans maintenant, la focalisation s'est mise sur l'employabilité des jeunes, pousser le modèle d'apprentissage, donner des opportunités de stage aux jeunes. Souvent ce qui leur manque, c'est l'expérience professionnelle qui va faire qu'ils soient employables, même s'ils sortent d'une grande école, s'ils n'ont pas l'expérience pratique, ça va être compliqué de trouver un emploi, et alors évidemment encore plus pour les jeunes qui sont en dehors du système. Nous avons décidé aussi de mettre l'accent sur 2 grands sujets. Le premier, l'entrepreneuriat, d'aider les jeunes à développer leur entrepreneuriat. C'est aussi une source de création de valeur et de création d'opportunités pour la jeunesse. Et le troisième sujet, qui est évidemment lié à notre activité, c'est d'aider les jeunes à entreprendre dans le secteur agricole. Il y a une vraie problématique, et pas seulement en France ou en Europe. Il faut savoir que moins de 7% des agriculteurs ont moins de 35 ans. Et l'âge moyen est très proche de 60 ans. Donc il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Il y a des besoins. Et donc accompagner, aider, motiver les jeunes à s'intégrer dans le secteur agricole est un axe important pour nous, dans un secteur qui doit se renouveler en appliquant les pratiques régénératives. On a besoin aussi de développer des nouvelles compétences. Et donc là, on en revient au sujet de l'apprentissage. Il y a ce paradoxe que, d'un côté, il y a un volant énorme et un stock, que vous le qualifiez, de jeunes sans emploi, et en même temps, les entreprises qui se plaignent de ne pas trouver les compétences dont elles ont besoin. Donc on revient effectivement au système d'apprentissage qui forme certainement une grande partie de la solution. Et quand nous avons lancé l'initiative, nous nous sommes dit très vite, nous pouvons avoir un impact, mais l'impact que nous pouvons avoir, c'est une goutte d'eau dans l'océan.
Travaillons avec notre chaîne de valeur, travaillons avec nos partenaires pour avoir un effet multiplicateur. Et donc c'est l'Alliance pour la jeunesse que nous avons lancée il y a 10 ans. Et en France et globalement, l'impact est visible. Ce sont 10 millions de jeunes qui ont été intégrés d'une façon ou d'une autre et qui ont eu accès à des opportunités économiques et sociales. Les deux sont connectés concrètement. Et notre engagement continue. Nous allons l'annoncer prochainement, va se déployer dans les 10 prochaines années. Le problème reste prégnant et partout. Pour l'anecdote, et je terminerai avec ça, la Chine a arrêté de communiquer ses statistiques de chômage des jeunes au moment où ils ont dépassé les 20%. C'est fini. Depuis un an, ils ne communiquent plus sur la statistique. Donc il y a aussi une vraie problématique dans les pays émergents les plus dynamiques. Merci beaucoup. Messieurs Labaye, vous abordez le sujet de plusieurs perspectives. Vous étiez président de l'école polytechnique, mais aussi cofondateur de Génération France, une association engagée pour favoriser l'accès à l'emploi. En France, on a de nombreuses initiatives visant à améliorer la situation des NEETs. Mais d'après vous, quels sont les facteurs clés du succès qu'une initiative fonctionne vraiment ? Très bien, merci beaucoup et bonjour à tous. Et effectivement, j'aimerais partager avec vous les enseignements de Génération. C'est une organisation à but non lucratif auquel j'ai été associé depuis une dizaine d'années. Et comme vous l'avez dit, j'ai lancé la partie France il y a 5 ans, qui résulte d'une réflexion. J'étais à l'époque chez McKinsey. Et au niveau mondial, on regardait tout ce qui était Education to Employment. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, dans tous les pays du monde, on a le même problème. Et d'un côté, on travaille avec des gouvernements pour améliorer les structures, mais on s'est dit à un moment, il faut aussi qu'on travaille sur le terrain et qu'on voit justement qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain pour améliorer les choses. D'où la création de Génération, avec un financement de nombreux philanthropes, dont la mission est tout simplement de permettre à chacun, quel que soit son parcours, de retrouver le chemin de l'emploi. Et pour ça, avec un deuxième élément, évidemment, la mission est claire, une méthodologie assez rigoureuse et surtout un monitoring de la performance. De se dire, on développe ces formations, est-ce qu'on réintroduit bien les jeunes ou est-ce qu'on leur permet vraiment de trouver cette formation ? Et donc, peut-être quelques éléments sur la méthodologie, parce que les résultats, je vais les partager avec vous dans un instant, ont plutôt été assez bons au niveau mondial et en France également, puisqu'au niveau mondial, on est dans 17 pays, aussi bien les US, le Mexique, le Brésil, la Colombie, le Chili, qu'en Europe, Espagne, Italie, France, UK, Irlande, qu'en Afrique, Ghana, Kenya, et en Asie, l'Inde, Thaïlande, Singapour, Hong Kong et l'Australie. Et la méthodologie, en fait, elle est assez simple, mais très rigoureuse. Premier élément de méthodologie, ça a été rappelé aussi tout à l'heure, c'est de travailler au départ pour l'identification des formations et des compétences avec les entreprises sur le terrain. Dans une région donnée, dans une ville donnée, quels sont les besoins, quelles sont les compétences. Deuxième élément, c'est de ne pas mettre de prérequis pour le recrutement. Évidemment, il y a des entretiens, il y a des tests, mais pas de prérequis de diplôme, pas de prérequis d'expérience. C'est la motivation, c'est l'effort, c'est des tests sur les compétences basiques ou intrinsèques, on va dire, nécessaires, qui vous permettent après de rentrer dans le flux de la formation. Troisième élément, c'est de développer des formations courtes, immersives, intensives, c'est 3 semaines à 3 mois, qui vous permettent justement d'acquérir aussi 3 types de compétences. On parle toujours des compétences techniques, on parle des compétences de soft skills, il faut savoir parler à un client, travailler avec son équipe. Mais on a aussi introduit la question de mindset, de mentalité, de prendre la perspective du moyen terme. Ce n'est pas uniquement le premier emploi, on cherche une carrière, on cherche une aspiration. Et donc aider chacun des apprenants à se projeter, reprendre confiance, se projeter en se disant je vais apprendre toute ma vie, donc je vais commencer avec une première étape. Vraiment, cette projection de mentalité est importante. Et alors le type d'emploi dont on parle, c'est des vendeurs, c'est relations clients 2.0, c'est des métiers des soins, métiers aussi maintenant de la green tech, réparateur de vélos, installateur de photovoltaïque, etc. Et donc des éléments où entre 3 semaines et 3 mois, vous arrivez à former avec tous ces éléments de compétences. Le 4e élément, c'est de continuer pendant cette formation à travailler avec les entreprises et avec les jeunes apprenants, à savoir passer des entretiens, mais aussi pour les entreprises, à se dire, tiens, je vais accueillir des gens qui ont des profils atypiques. Donc les aider à bien réfléchir comment on accueille, comment on screen surtout,
des gens qui n'ont pas le profil habituel des recrutements. Donc là, un travail important de terrain pendant la formation. Également, un facteur clé important, c'est le mentorat. On met en place un mentorat jusqu'à 6 mois après la prise de poste, et puis une communauté d'alumni aussi qui se met en place et qui va accompagner les apprenants durant toute la formation. Également, avant-dernier élément, c'est de penser au moyen terme. Au moyen terme, c'est-à-dire qu'avoir un emploi durable, ce n'est pas juste un premier emploi, mais c'est un emploi, c'est une carrière. Et donc, quand on regarde justement les apprenants qui trouvent leur emploi, ils vont avoir un emploi durable, ils vont avoir aussi une sécurité économique, mais ils vont aussi avoir un bien-être dans le travail. À peu près 87% des jeunes disent « mais moi, je suis enthousiasmé par le travail que j'ai, je suis heureux dans le travail que j'ai ». Donc, c'est le travail vraiment qui leur permet de reprendre confiance et de se développer. Et puis enfin, le dernier élément, c'est de monitorer constamment la performance, les taux d'insertion, les taux de satisfaction, les résultats économiques. Et juste pour vous donner quelques chiffres, le programme donc, a été créé en 2014, 17 pays, je le mentionnais, c'est 130 000 jeunes qui y sont passés. Et les taux d'insertion à 3 mois sont de 75%, à 6 mois vont être de 90%, et à 5 ans de 75%. Et donc, dans ceux aussi qui sont encore à 5 ans, ils ont eu des promotions tout le long des 5 ans. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment développés dans leur rôle. Et ça demande effectivement d'affiner constamment les programmes, d'être très attentif à ce que les apprenants nous disent, leur taux de satisfaction, etc. Et le dernier élément que je mentionnerai dans le monitoring, c'est la partie coût. On a un coût, si je prends la France, on a eu 3000 jeunes dans les dernières années, 650 employeurs qui travaillent avec nous. Eh bien, le coût, c'est à peu près 3 000 €. Formation 3 semaines à 3 mois, 3 000 € de coût. Mais pour la société, pour l'État, c'est 6 000 € de bénéfices, soit des aides en moins, soit des impôts en plus. Et donc, on a un investissement d'ailleurs à 95% qui est fait par du privé, puisque ce sont des philanthropes, des entreprises en mécénat qui nous aident. De l'autre côté, l'État va avoir un gain de 6 000 €. Donc là, on a vraiment un effet multiplicateur. Au-delà, évidemment, premier élément, les jeunes ont retrouvé de l'emploi. Les jeunes ont une stabilité économique et un bien-être au travail, mais aussi pour la société, c'est un bénéfice, on va dire, économique positif, au-delà bien sûr du bénéfice humain. Donc, en conclusion pour votre question, il y a des moyens, des méthodologies qui permettent justement, à l'échelle, de commencer à réintroduire, redonner des opportunités. Et la question, évidemment, c'est de continuer à passer ces approches à encore une plus forte échelle, dans un plus grand nombre de pays, pour permettre à beaucoup de retrouver le chemin de l'emploi. Merci beaucoup. Madame Rampé, le phénomène des NEETs, on a entendu, ce n'est pas une question française, c'est une question globale. Alors, que nous dit-il sur le fonctionnement de nos sociétés et quelle évolution structurelle serait, selon vous, nécessaire ? Good afternoon and thank Bonjour et merci de m'avoir incluse dans ce panel. Je suis d'accord avec les 4 orateurs. Mais quelle est la cause profonde? Pourquoi il y a ce phénomène mondial de NEETs? Pourquoi cela existe d'un point de vue de la santé? On ne peut pas rendre justice en traitant. On ne peut pas soigner quelqu'un sans comprendre le problème. Et pour moi, ce phénomène de NEETs, qui est mondial, reflète le monde tel qu'il est. Nos systèmes socio-économiques ne sont pas appropriés. Ces systèmes sont basés sur un modèle post-industriel, donc qui était basé sur l'extraction, qui était basé sur c'est le gagnant qui emporte tout. Il y avait une réflexion linéaire. Cela concernait moi et moi. Donc les jeunes sont tombés du train. Le train n'est pas conçu pour contenir tout le monde. Donc tout ce que mes collègues ont dit est vrai pour le moyen terme, mais qu'est-ce qu'on fait à long terme? Je viens de l'Afrique du Sud, un pays jeune, mais on a 37 à 40% de jeunes qui sont tombés du train. Donc, mon premier point,
c'est que changeons le narratif. Il ne s'agit pas de simplement insérer les jeunes dans la société. Il s'agit plutôt de, voilà, il faut un soutien à court terme pour les individus, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ce dysfonctionnement du système? Comment est-ce qu'on peut réimaginer ce système? Et cela concerne principalement le système éducatif. On a parlé de changement de mentalité, mais nous avons des systèmes éducatifs à travers le monde qui sont basés sur la philosophie éducative. Et c'est ce dont je vous ai parlé, une réflexion linéaire basée sur l'extraction. Donc si on veut mettre fin à ce phénomène de needs qui deviennent partie de la réalité du monde qui subit déjà beaucoup de crises, il faut chercher la source. Et l'éducation, c'est un point d'entrée, c'est une porte qui pourrait nous aider toutes et tous à faire le travail nécessaire pour aider ces jeunes. Donc, il ne faut pas les aider lorsque ils sont décrocheurs. Il faut les aider à bénéficier du type d'éducation qui les confirme dans leur rôle d'être humain. On doit oublier le narratif de personnes vulnérables. C'est le système qui crée des sociétés vulnérables. Si on ne s'éloigne pas de l'histoire de défavorisés, cela va se répéter. Donc, il y a des choses qui ont été faites à travers le monde. On a fait des enquêtes sur ce que pensent les jeunes. Et plus de 60% des jeunes disent que ce qu'il faut, c'est un changement du système socio-politique et économique. Il faut que ce système les confirme en tant qu'adultes, en tant que personnes et en tant que personnes connectées aux autres personnes. L'éducation, vous Donc, production, mais comment on peut changer vraiment le système scolaire en France pour plus créer ces égalités? Je trouve très intéressant ce qui vient d'être dit sur quand même le fait que c'est un échec de notre société, de nos sociétés. Et j'étais intéressée par ce qui a été dit. On n'est pas le seul pays confronté à ce problème-là. On n'est quand même pas très bon parce qu'en tout cas, dans les études PISA, notre système scolaire, justement, fait très bien réussir une élite, très mal toute une classe d'âge. Et donc, comment on fait pour lutter contre ça? C'est évidemment toute la question de la réussite scolaire pour tous, mais on voit bien comment c'est lié à plein d'autres choses. Les conditions de logement, les conditions aussi de travail des parents, tout est fortement lié. C'est beaucoup plus difficile d'être dans des bonnes conditions pour apprendre si vous êtes à 4 dans une chambre de bonne, par exemple. Quel accompagnement, quel soutien scolaire, la mixité scolaire, évidemment que c'est aussi une question qui revient si on veut améliorer la réussite scolaire. Donc c'est tout un ensemble de choses, c'est pas une seule. Mais je trouve que ça dit quand même quelque chose, et je trouve que vous l'avez un peu tous dit, de la façon dont on peut laisser de côté une partie de la société, qui est en plus totalement absurde quand c'est la jeunesse, et sur lequel il y aurait quand même des moyens d'action, et sur lequel il faudrait investir. Je trouve que tous les calculs qui sont faits sur ce que ça rapporte, moi je pense qu'il y a un moment, c'est ce qu'il faut aussi dire, c'est que si on lutte contre le fait d'avoir des jeunes qui sont sans formation, et sans emploi, oui, en fait, ça a un coût pour la société, mais il ne faudrait pas renvoyer que ces jeunes coûtent. Hein. C'est pas ça que je veux dire en disant ça. Voilà, mais ça veut vraiment dire que... Mais là-dessus, il faut travailler sur le long terme pour la réussite scolaire. Mais je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et le droit à l'éducation est franchement inscrit dans toutes nos démocraties. Et ce qu'on voit, oui, les enfants sont scolarisés, mais l'effectivité de ce droit à l'éducation, il n'est pas encore totalement réel. Nathalie, vous avez dit que l'inégalité territoriale joue un rôle crucial dans la formation des NEETs. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour améliorer la situation? D'abord, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour moi, le premier élément, c'est d'agir sur la réussite scolaire, parce que notre système éducatif
il n'enseigne pas des savoirs absolument indispensables pour la réussite à l'école que seuls les enfants de milieux favorisés et les enfants de professeurs possèdent. D'accord ? Et donc là, on revient à Bourdieu, la reproduction 1966, c'est-à-dire qu'on considère comme égaux en droit des élèves qui sont inégaux de fait, simplement parce qu'ils ne sont pas préparés par leur culture familiale à assimiler un message pédagogique. 1966. Donc on n'a pas bougé là-dessus, c'est même pire. Donc là, le premier levier. Et la deuxième chose, c'est que donc la mixité sociale à l'école, moins d'élèves dans les classes, etc. Et des politiques éducatives d'accompagnement et de réussite ciblées sur les enfants de milieux modestes et dans les territoires où ils sont plus nombreux. Il y a les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, mais il y a effectivement des zones rurales où on a des personnes extrêmement enclavées, et c'est là qu'il faut agir. Donc, mettre ces politiques éducatives, mettre le paquet pour faire ça sur ces territoires-là, et quand on n'y arrive pas complètement, ben justement investir massivement dans les écoles de production, dans les EPID, dans les écoles de seconde chance, pour les raccrocher le plus tôt possible. Avec les entreprises, ça a été dit tout à l'heure. J'aurais juste envie de rebondir. Dans les exemples qu'on a vus, là, sur ce dont je vous ai parlé de nos lycéens sans lycée, il y a des lycéens en région parisienne qui sont envoyés dans des lycées à 1 heure de chez eux. Mais vous vous rendez compte quelle absurdité. Évidemment que vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour réussir votre classe de seconde si vous avez 1 heure de transport tous les jours. Donc ça aussi, c'est à repenser, et aussi en zone rurale. Monsieur Frex, nous vivons dans un monde aussi pénurie de main-d'œuvre, alors ça pourrait peut-être aussi être davantage pour l'insertion des NEET, mais comment on peut garantir que ça ne va pas engendrer davantage d'emplois à bas salaire? Ça, c'est un souci que j'ai. Alors, les emplois techniques ne sont pas forcément les emplois à bas salaire. Et je pense qu'il y a une vraie problématique de quel est le modèle éducatif. Et est-ce que le modèle éducatif, c'est d'amener 80% d'une génération au bac et dans un modèle universitaire, ou est-ce que c'est trouver l'équilibre entre ceux qui veulent devenir médecins, ingénieurs, avocats, et former suffisamment de plombiers, agriculteurs et autres. Ça commence par là. Si le modèle de réussite, c'est le modèle universitaire, d'entrée, il y a un problème. Je reviens sur l'exemple suisse, on pourrait parler de l'exemple allemand. 2 économies qui se portent bien, 2 économies qui ont des taux de chômage très faibles, qui sont quand même préoccupées de l'insertion des jeunes et des NEET, mais qui ont assumé et qui ont fait en sorte de promouvoir aussi l'éducation technique. En Suisse, le parcours qui amène à l'université, c'est 35%, 40% grand maximum des jeunes. Le parcours d'apprentissage est valorisé. D'ailleurs, il y a une passerelle à la fin de l'apprentissage vers l'université, ce qui rend le modèle aussi intéressant de ce point de vue-là. Vous pouvez lever le micro, s'il vous plaît, un peu. Ça permet de garantir, je reviens sur le point, que d'abord, ça répartit la charge, le modèle d'apprentissage répartit la charge entre les pouvoirs publics et l'entreprise, qui assume une partie de la charge, mais ça permet de former des jeunes pour des emplois dont l'entreprise a besoin. L'entreprise va proposer des postes d'apprentissage dans des métiers dont elle a besoin. Et donc c'est ça qui garantit la réussite du système. Donc arriver à trouver, et la France s'est engagée dans l'apprentissage, mais arriver à trouver l'équilibre entre ceux qui vont aller vers la voie universitaire, et bien sûr on a besoin d'ingénieurs, de médecins et d'avocats, et ceux qui vont aller vers des formations plus techniques en les valorisant, parce qu'elles sont importantes pour le tissu social et pour le développement économique et social, me paraît quelque chose d'absolument critique. Et que l'entreprise ait la conviction qu'elle doit participer. Nous avons aussi fait nos calculs de l'investissement que nous consacrons à la formation et au développement des jeunes, et quel est le retour sur investissement pour Nestlé et pour la société. Nos calculs donnent que 1 euro investi rapporte 1,5, 1,6 en fonction de la façon dont on calcule pour Nestlé. Donc le retour sur investissement, le retour sur l'éducation est excellent. Et le retour pour la société, c'est de 1 à 5.
en développement du capital humain, en développement économique et social, et en intégration et stabilité de la société, du tissu économique et social. Monsieur Lamballe, le système éducatif français est souvent critiqué d'être élitiste par rapport aux autres pays. Vous étiez président d'une des meilleures écoles du pays. Alors, selon vous, comment on peut rapprocher un peu l'élite académique aux réalités concrètes, sociales concrètes? Alors, sur cette question, je vais peut-être partager avec vous justement des initiatives que nous avions à Polytechnique, que j'avais mis en place, qui est, et je rejoins un peu ce que disait mon voisin, sur la partie, le lien justement aussi entreprise, c'est une caractéristique aussi des systèmes suisses-allemands, le lien entreprise-école. Et aussi montrer des rôles modèles et montrer comment est-ce qu'on peut remplir son aspiration de façon différente. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quand même un élément important. Et donc, à Polytechnique en particulier, on allait dans les classes de 4e, de 3e, quand les jeunes, justement, commencent à se former un petit peu des perspectives, et pour montrer en gros tout ce qui est possible, en fait, en aspiration. Et montrer des carrières scientifiques, d'autres carrières, mais plutôt discuter, vous avez des aspirations, le monde est devant vous. Et très souvent, le premier stage est en 3e ou en seconde, ou plus tard, je voyais même certains questionnent les stages, mais ce lien avec le monde extérieur, ce lien avec des anciens, des jeunes, et en particulier, on faisait ça non pas aller dans le centre de Paris, mais plutôt en ruralité, dans les quartiers prioritaires, etc. Et donc, je pense que cet élément de montrer, de montrer aux jeunes un peu la possibilité, parce qu'on se rend compte que très souvent, il n'y a pas forcément la compréhension de ce qui est possible de faire. Donc ça, je pense que c'est aussi une responsabilité, peut-être justement, des jeunes étudiants des écoles d'élite, d'aller justement inspirer et montrer à tous que beaucoup de choses sont possibles. C'est pas quand on a 13-14 ans, il ne faut pas rester peut-être justement, parce que du côté familial, on a vu une partie des opportunités. Il faut aider à ouvrir les angles le plus tôt possible. Je vois d'ailleurs en Suisse, je crois, on a des contacts avec les entreprises quand on a 10 ans, 12 ans. Chez nous, ce n'est pas encore le cas en France. Donc vraiment ouvrir, je dirais même le monde socio-économique. Il n'y a pas que les entreprises, il y a l'administration, il y a tout ça. Donc le plus tôt on ouvre l'école, les jeunes vers le monde socio-économique, je pense le plus ils vont pouvoir se projeter et puis trouver des voies pour atteindre leurs aspirations. Merci. Alors parlons de l'inspiration, Madame Rampel. Une phrase qui m'a marquée quand on a parlé la semaine dernière, c'était « We don't need charity, but we need real change ». On n'a pas besoin de charité ou de bienveillance, mais de vrais changements. Alors, comment peut-on, selon vous, redonner l'espoir aux jeunes dans nos sociétés? Alors, je voudrais saisir cette occasion avec un autre regard. Je viens d'Afrique. Lorsque nous parlons du milieu familial, il y a une tendance dans les différentes réunions de penser et considérer le monde comme des lieux où on envoie de l'aide au développement. Les chiffres qui ont été moulinés par les économistes nous montrent qu'il y a un flux net de ressources venant des pays les plus pauvres du monde vers les pays occidentaux. Deuxièmement, il y a une tendance. Vous avez des investissements, vous avez des prêts. On nous dit que les pays ont des taux d'intérêt plus élevés. 500 fois plus que vous allez payer pour un prêt en Europe, ce qui est complètement différent en Afrique et en Asie. Et c'est une mesure de risque. Mais le risque, il est perçu par qui? Parce que le risque est perçu par un Européen lorsqu'il veut investir en Afrique ou en Asie. On a entendu les chiffres liés au retour sur investissement. Pour faire du retour sur investissement dans ces pays, s'ils ne sont pas endettés,
Alors, il faut prendre en considération la qualité aussi des soins de santé, la qualité des emplois. Et en fait, ce sont des droits humains. Nous voulons lancer un appel, je voudrais lancer un appel à mes collègues, je voudrais lancer un appel à vous tous dans la salle. Il faut que le système mondial doit être reconfiguré. Il est basé sur l'élitisme, sur les privilèges. Et ce système ne peut être pérenne pour une population croissante. Il y a des conflits, il y a des guerres sur mon continent, il y a des guerres en Europe aussi, et il y a des guerres dans d'autres endroits. Et ces guerres portent sur les ressources, sur l'extraction des ressources. Et il faut comprendre le pouvoir, mais il faudrait donner aux gens le pouvoir de faire les choses. Ça, c'est l'essence de l'être humain, d'être connecté aux autres, d'être interdépendant. Nous sommes tous des humains, nous appartenons à la race humaine. Vous avez des personnes qui ont des cheveux différents, qui ont un teint différent. Alors on pense que les gens sont différents. Nous sommes une seule humanité. Nous sommes une seule et unique race humaine. Cela nous enrichit. Ce n'est pas un problème. Mais nous devons faire percoler cet état d'esprit, cette philosophie dans notre système éducatif, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Et ainsi, on va bâtir un monde où les gens ne seront pas mis de côté. On doit, en fait, corriger cette malédiction qui consiste à mettre les gens de côté. Et nous devons faire mieux. Nous avons d'ailleurs des ressources pour faire mieux. Je crois. Oui. Messieurs. Bonjour, merci à vous. Une question qui s'adressera à la défenseur des droits. Je vous remercie d'avoir mentionné dans votre propos liminaire la question du handicap qui peut être une barrière pour certains NEETs. Les concernant, est-ce que vous avez certaines barrières systémiques qui les empêchent d'accéder à l'éducation, à l'emploi? Est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous avez pu formuler des recommandations? Oui, et je vais vous dire ce sur quoi on est assez impressionné là, tous ces dernières semaines, c'est qu'on a été saisi par des parents de jeunes qui avaient un système d'adaptation lié au handicap, entre autres avec le temps supplémentaire et la possibilité, par exemple, d'utiliser un ordinateur pendant les cours et les contrôles continus, et qui, le jour de l'examen, cet aménagement pour les examens a été refusé par l'Éducation nationale pour passer le brevet, le bac ou à l'université, avec le prétexte assez incroyable de dire le jeune réussit, donc il n'en a pas besoin. Mais non, il réussit justement parce qu'il a cette aide. Donc ça, on a été frappé par ça, donc il y a un vrai travail à faire pour expliquer, parce qu'en fait, ce qu'on peut nous avancer de temps en temps, on nous dit, mais en fait, ça lui donne un avantage par rapport à vos autres. Comment vous dire que le handicap n'est pas un avantage et qu'évidemment, dans ce que je vous parle, c'est beaucoup de jeunes 10. Donc ça, c'est une chose qu'on voit, et donc il y a vraiment de l'information à faire auprès de l'académie, auprès des universités sur cette question d'aménagement. Et après, dans l'emploi, ce que nous observons beaucoup, d'abord, la question du handicap, c'est le premier critère en discrimination dans les saisines du défenseur des droits, particulièrement dans l'emploi. On le voit à l'entrée dans l'emploi, mais on voit aussi dans le maintien dans l'emploi. C'est-à-dire des personnes qui se retrouvent soit en maladie, en longue maladie avec des maladies graves, soit en situation de handicap, et sur lequel il n'y a pas d'aménagement raisonnable du poste de travail. Et cette notion dans les entreprises, elle est souvent mal comprise. Du qu'est-ce qu'il peut faire, et là-dessus les pouvoirs publics peuvent accompagner, peuvent financer, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement un aménagement raisonnable? On pense toujours à l'handicap physique, ça veut dire des portes plus larges, mais c'est pas que ça. Quand il y a des maladies plus lourdes, ça veut dire un aménagement du temps de travail. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, moi je vois quand ça va pas, hein. Si l'entreprise elle a fait tout ce qu'il fallait, on est bien d'accord, je ne le vois pas, j'ai pas de réclamation. Mais nous on le voit quand l'entreprise elle n'a pas su faire. Et du coup, en fait, la personne, elle est poussée à la sortie, est poussée à démissionner ou licencier. Donc oui, on le voit par différents aspects. Et ça aussi, c'est une perte de chance, évidemment, pour les personnes concernées, mais je pense aussi pour la société. Peut-être un complément sur ce que l'entreprise peut faire et
Et la bonne pratique, c'est certainement se focaliser pour un site de travail, sur un type d'handicap. Ça permet justement d'aménager l'environnement de travail. J'ai un exemple en tête d'usines dans lesquelles on s'est focalisé sur les sourds et muets, par exemple. Et donc les signaux sont visuels, par exemple. L'entourage de management a appris le langage des signes. Et ça crée aussi un système de support entre les équipes. Ça permet aussi de se connecter au système éducatif et donc de créer un cluster qui peut fonctionner de façon efficace. On a des usines avec une centaine de sourds et muets, par exemple. Ça fonctionne très bien. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de la discussion. Alors, je donne la parole à Nathalie pour nous résumer un peu la discussion. Alors, je vais faire une synthèse rapide. Ce que je retiens, c'est que l'INIT, c'est un phénomène global. On n'est pas très bon, mais c'est global. Que l'entreprise a un rôle majeur à jouer dans l'éducation et notamment dans la mise en œuvre de formations techniques revalorisées et adaptées à ses besoins avec un accompagnement. J'en déduis aussi que finalement on sait comment faire, qu'il y a un retour d'investissement, donc voilà, on va partir plus optimiste qu'en arrivant. Et puis quand même, le vrai sujet, c'est que, alors les rôles modèles, ça c'est un sujet extrêmement important, vous l'avez dit, ouvrir le champ des possibles à ces jeunes qui n'ont même pas idée, non seulement de leur capacité, mais de ce qu'ils peuvent faire, et ça on sait très bien que ça marche très bien, leur redonner confiance et leur ouvrir le champ des possibles. Donc moi je crois que ça devrait être une obligation de tous les étudiants des grandes écoles françaises de faire ça devrait faire partie du cursus, mais bon, je dis ça, je dis rien. Et puis quand même le sujet, c'est faire un reset global, j'aime bien l'idée, sur non seulement réformer le système éducatif, mais on voit bien que on est dans un système global non coopératif et non inclusif, à l'intérieur des pays, mais entre les pays, vous avez tout à fait raison, et particulièrement entre les pays de l'Ouest et les pays du Sud, et que là, je crois qu'il y a encore un peu de travail à faire. Voilà. Et j'aurais envie d'ajouter de ne pas hésiter à saisir le défenseur des droits. Un téléphone qui est 3928 si vous avez des difficultés. Merci beaucoup, merci à tous d'être là, merci à tous et bonne soirée, bonne suite de rencontre.